Bienvenue sur Géopolitis. Ebola, c'est un virus, c'est une maladie, une psychose. On peut aussi dire que cela aura été la grande peur de cette année 2014. Ebola, personne ne le nie, c'est une fièvre hémorragique très grave, souvent mortelle, et il n'est pas anormal que, comme tout phénomène épidémique dû à un agent contagieux, Ebola ait suscité et suscite encore des inquiétudes. De là à engendrer un climat de panique dans le monde entier, il y a une marge. Premier constat que rappellent les médecins, Ebola est bien moins contagieux que la rougeole, la coqueluche ou le sida. Ce qui est évident, c'est qu'au-delà des quelques 5 à 6 000 morts déjà recensés en Afrique, cette épidémie est une catastrophe pour le continent. Il y a certes les pertes humaines, il y a aussi, et à cause de l'épidémie, l'effondrement de plusieurs systèmes de santé dans des pays comme le Libéria ou la Sierra Leone. En cette fin d'année, dans ces pays, on ne meurt plus seulement d'Ebola. En l'absence de soins médicaux essentiels et d'abord de personnel et d'infrastructures, on meurt aussi de paludisme, de diarrhée ou lors d'accouchements compliqués. Quels sont les premiers enseignements que l'on peut tirer d'Ebola? C'est la question que pose Géopolitis. Il faut le rappeler, Ebola, c'est le nom d'une rivière au nord de la RDC, la République démocratique du Congo. Et c'est là que pour la première fois, en 1976, on a identifié ce virus qui, à l'époque, avait causé la mort de 280 personnes. Ebola n'est donc pas apparu soudainement en 2014. Du reste, des épidémies d'Ebola, il y en a eu d'autres. En 1995, toujours au Zaïre, c'était à l'époque le nom de la RDC, où l'on constate le très grand danger de contamination par contact direct avec les malades. 5 ans plus tard, c'est l'Ouganda qui est touché, puis le Gabon dans les années 2001 et 2002, nouvelle épidémie en RDC en 2012, et puis c'est cette année 2014 avec d'abord le sud de la Guinée avec un enfant de 2 ans qui décède, on le considère comme le patient zéro. La suite, ce sera la Sierra Leone au mois de mai, puis le Libéria en juillet, avec des centaines de victimes et ce constat terrible de Médecins sans frontières déclarant, je cite, « Ebola est désormais hors de contrôle ». Transmission, contamination, nous y voilà. Si psychose il y a, c'est peut-être parce que les informations de base n'ont pas assez circulé largement. Ces informations, les voici. Le virus Ebola ne se transmet pas par voie aérienne dans l'air qu'on respire. Il ne se transmet pas dans l'eau ni dans les aliments. Mais oui, le virus Ebola se transmet par contact direct avec les fluides du corps humain, c'est-à-dire le sang, le sperme, les vomissures, les matières fécales, éventuellement la salive et la sueur. Voilà pour quelques rappels de base. Encore une statistique qui nous indique que la menace d'un nouveau virus n'est pas un événement en soi. L'OMS constate que depuis les années 1940, on a découvert quelques 154 nouvelles maladies virale. La plus terrible, bien sûr, c'est le sida, 30 à 40 millions de morts, ce qui en a fait l'une des épidémies les plus meurtrières de ces 50 dernières années. Rien à voir avec les statistiques et les pronostics actuels sur le virus Ebola. Le premier cas d'Ebola est donc apparu il y a 1 an, au mois de décembre de l'année 2013. Ce n'est que le 8 août de cette année que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré cette maladie, je cite, « urgence internationale ». Et pourtant, d'autres organismes, dont Médecins sans frontières, en toute première ligne dans ce combat contre l'épidémie, avaient tiré la sonnette d'alarme. Dès le mois de mars, on avait pris conscience de l'ampleur du mal. En somme, il y a eu du retard dans la chaîne de prise de conscience et surtout dans les processus internationaux de prise de décision. Il est vrai que, sur place, les systèmes de santé des pays concernés pouvaient ne pas avoir eu toutes les capacités de jugement. Le Libéria et la Sierra Leone, pour ne citer qu'eux, sortaient à peine de très longues et très graves guerres civiles. C'est le principe de base, la recommandation numéro 1 pour le personnel soignant, ne pas exposer 1 seul millimètre de peau. Pour se prémunir contre toute contamination, notamment avec ce que l'on appelle les liquides organiques, les équipes médicales doivent porter ces combinaisons dites de confinement biologique. Cela ressemble un peu à des scaphandres, mais en plastique ou en tissu synthétique avec des gants, des masques et des lunettes. Avec un tel équipement, le temps de travail doit être limité. On compte 40 minutes maximum pour une équipe de 2 soignants, eux-mêmes préparés, surveillés et contrôlés par une 3e personne. S'il fait trop chaud, il faut stopper le travail en cours et procéder à une décontamination qui dure une demi-heure environ.
un système de protection qui est donc particulièrement astreignant, a signalé que le coût d'une telle combinaison est, en fin de compte, peu élevé, dans les 10 à 15 euros pièce. L'Organisation mondiale de la santé l'a souvent répété sans être forcément entendue, les maladies virales émergentes sont en constante augmentation. Cela est dû tant à la densité de population dans le monde qu'à la mobilité de ces populations. Depuis les années 1940, on recense 154 nouvelles maladies virales dont les 3/4 sont des infections transmises de l'animal à l'homme. Le cas le plus connu, c'est celui du sida, transmis à l'homme au début du XXe siècle par des chimpanzés. Un virus peut émerger dans une région où il était totalement absent parce que, de nos jours, des personnes ou des animaux infectés traversent des régions autrefois isolées et viennent au contact de populations non immunisées. C'est le cas du virus du Nil occidental, apparu en 1937 en Ouganda et qui s'est propagé en Amérique du Nord dans les années 2000. Avant de s'attaquer à l'homme, le virus peut rester très longtemps confiné chez l'animal avant de pouvoir trouver un hôte intermédiaire proche de l'être humain comme le porc, la volaille ou les moustiques. C'est ainsi que la grippe aviaire est apparue dans le sud de la Chine, tout comme le coronavirus à l'origine du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait provoqué une grave crise sanitaire mondiale. C'était en 2003. L'invité de Géopolitis, le docteur Philippe Biberson, qui est directeur médical international SOS, qui est le leader mondial de la maîtrise des risques de sécurité, donc dans le monde entier, 89 pays, je crois, vous êtes présents. Vous avez aussi une longue carrière MSF, Médecins sans frontières. Avec vous, on va essayer de comprendre deux choses. La médecine, effectivement, sur place, l'urgence médicale, mais d'abord Ebola. Un tout premier bilan, qu'est-ce que ça nous a appris? Puis on verra après, qu'est-ce que ça nous a pas appris, cette histoire d'Ebola? Alors cette épidémie en Afrique de l'Ouest nous a effectivement appris beaucoup de choses sur le risque épidémique en Afrique en général. C'est une épidémie atypique, une épidémie due au virus Ebola, mais atypique. C'est la première fois qu'elle se produisait aussi à l'Ouest en Afrique. D'habitude, elle était cantonnée à l'Afrique équatoriale, l'Afrique de forêt intertropicale. C'est ce qui a surpris tout le monde, y compris les pays intéressés. Exact, y compris les pays intéressés qui n'étaient pas préparés, qui n'avaient jamais vécu cette épidémie avant. Par ailleurs, elle s'est produite, cette épidémie, à un carrefour entre 3 frontières. Malheureusement, pas de chance, très difficile à contrôler. Elle a probablement fait son nid en silence pendant assez longtemps avant qu'elle ne soit découverte, déclarée. Et finalement, elle a explosé au mois de mars. Et les moyens pour la combattre ont été très insuffisants. C'est pourtant des épidémies qu'on avait l'habitude de considérer comme auto-limitées, c'est-à-dire qu'elles survenaient dans des endroits isolés, elles concernaient des petites populations. On avait l'habitude, on arrivait, on entourait le village, on limitait les mouvements, on soignait les gens qui pouvaient être soignés, et puis au bout de quelques mois, l'épidémie s'arrêtait. Elle mourait d'elle-même, si j'ose dire. Elle mourait d'elle-même. Ouais. C'est ce qui s'est passé exactement en République démocratique du Congo. Il y a eu une épidémie typique d'Ebola qui s'est produite concomitamment avec celle-ci. On en a peu parlé. Elle a fait 70 cas dans un village, dans une région qu'on appelle l'Équatoria, une région limitée. Il y a eu 48 morts et ça a été fini. Alors, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. On ne va pas rentrer dans le débat, mais est-ce que l'alerte a été donnée suffisamment assez tôt ? L'alerte a été donnée, je me souviens des premiers cris d'alarme de Médecins sans frontières en mars et en avril dernier, en disant l'épidémie est en train de devenir incontrôlable et incontrôlée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il faut dire que ça s'est passé dans des pays qui avaient, on l'a dit, tout à fait une grande inexpérience de la chose, des pays pauvres, des pays désorganisés, des pays avec des services de santé déjà très dégradés. Et on sait que l'épidémie touche le personnel de santé. On se contamine au contact. On a l'impression qu'on a découvert ça, que le personnel de santé faisait partie justement des premières victimes. On l'a pas découvert puisque c'est vraiment une des signatures d'Ebola, c'est qu'on commence à tirer la sonnette d'alarme lorsqu'on sait que le médecin de tel village est mort en soignant ses patients. Et donc c'est le signe de la gravité, si je veux dire. Et de la difficulté de soigner. Et puis, ça montre aussi quels sont les mécanismes de transmission. En fait, on se contamine au contact proche de patients. Qui se contaminent ? Soit des membres de la famille. Soit des soignants. Voilà. Et puis également des gens qui s'occupent des personnes décédées, des cadavres. On estime que 60 à 70% des contaminations sont reliées
à un décès, à un enterrement. Voilà. Voilà. Alors, on a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre en matière, par exemple, de psychose dans nos pays? Alors, ce qu'il nous reste à apprendre, en matière de psychose, il y a bien sûr beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut informer. Nous avons fait un gros effort pour essayer d'informer le public, en particulier les organisations et les sociétés pour lesquelles nous travaillons, pour comprendre l'épidémie. Donc déjà, ça réduit l'aspect anxiété, l'aspect coup du sort. On comprend comment on se contamine, donc on comprend comment on se protège, on s'organise, on considère qu'on est dans une situation de crise. On ne sait pas combien de temps cette crise va durer. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire combien de temps cette épidémie va persister dans cette région. Par contre, on arrive à s'organiser pour rester du côté sain de la barrière, si vous voulez, et de pouvoir continuer des activités, bien sûr en mode dégradé. Et du coup, la psychose disparaît. Ensuite, on est dans la prévention, dans la surveillance. Alors, vous me disiez tout à l'heure, il n'y a aucun moyen de savoir combien de temps ça va durer? Ça, c'est l'opinion générale dans le milieu médical. Il y a des projections qui sont... Non, c'est plutôt ma façon de voir les choses. Il y a des projections qui sont faites, qui sont extrêmement alarmistes, qui sont basées sur des calculs extrêmement sérieux, sur la rapidité du doublement du nombre de cas, sur le taux de reproduction de la maladie, etc. On voit aujourd'hui que dans ces 3 pays, la maladie est difficilement contrôlable ou même incontrôlable. On a des chiffres qui nous sont donnés pratiquement tous les jours, mais ces chiffres sont probablement sous-évalués, et des chiffres de décès, etc. Donc, on voit que la maladie progresse, et je ne sais pas dire quand est-ce qu'elle va rencontrer un plateau et quand est-ce qu'elle va décroître et s'arrêter. Il y aura probablement quelque chose entre la conscience qu'aura la population de cette épidémie et de comment on s'en préserve, et quand ce niveau de conscience aura atteint un certain niveau, et bien peut-être que les gestes et les mesures seront prises pour pouvoir... seront suffisants. Voilà. Merci, Dr Biberson. Je rappelle que vous êtes directeur médical international SOS, qui est leader mondial en matière de maîtrise de risque c'est dans le domaine de la santé. Merci à vous. Il y a des statistiques qui ont pour effet bénéfique de nous rafraîchir la mémoire. En 1918, la fameuse grippe espagnole avait causé la mort de quelques 50 millions de personnes, donc plus encore que la Première Guerre mondiale. Et l'origine de cette grippe, c'était le Kansas. Si on remonte loin, beaucoup plus loin, au Moyen-Âge, la peste noire aurait fait, comme on dit, de 50 à 100 millions de morts, et l'origine de l'épidémie, c'était la Chine. Autre forme de peste, la peste bubonique venue du Moyen-Orient, cette fois, c'était au 6e et 7e siècle. Il y avait eu 30 à 50 millions de morts. Des bilans effrayants à mettre en relation avec d'autres épidémies, disons, contemporaines. Certes, il y a le cas du sida, terrible maladie ayant causé la mort de 30 à 40 millions de personnes, mais les autres bilans, heureusement, sont bien moins conséquents. Le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère en 2003, 800 morts seulement, si l'on ose dire, alors que la psychose avait frappé le monde entier. Autre exemple, cette maladie, la grippe aviaire, 18 500 morts au dernier bilan, c'est beaucoup, mais c'est une petite fraction du nombre de victimes d'une autre maladie que nous connaissons tous et toutes, la grippe, la simple grippe saisonnière, qui fait entre 150 et 400 000 morts tous les ans. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur cette maladie virale. À votre disposition, des séquences vidéo, de l'infographie, des rappels historiques, les sites internet les plus informatifs, la possibilité de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.